Chaque matin depuis maintenant 5 ans, je me réveillais dans un lit vide. Léonie se levait toujours avant moi et, le temps que j'ouvre les yeux, une odeur de café fraîchement moulu flottait depuis la cuisine. Maintenant, je prépare mon propre café. Je le fais lentement, comme pour étirer le rituel. 3 cuillères de café moulu, 200 ml d'eau, une pincée de sel, exactement comme Léonie le préparait. Mon café n'a jamais eu le même goût que le sien. Je m'appelle Aubert Dubois. J'ai 78 ans et je vis seul dans une petite maison de plain-pied à Ligny-le-Châtel, une petite ville en Bourgogne. Après 45 ans en tant que comptable, j'ai pris ma retraite. 1 an plus tard, Léonie est décédée d'un AVC soudain. Le médecin a dit qu'elle n'avait pas souffert. Je ne sais toujours pas si c'était la vérité ou un autre mensonge bienveillant. Notre fille unique, Béatrice, n'a pas assisté à l'enterrement. Elle avait une réunion d'affaires importante à Lyon qu'elle ne pouvait, disait-elle, en aucun cas annuler. Elle est arrivée en avion 3 jours après que les voisins, quelques amis et moi ayons enterré Léonie. Béatrice a dit qu'elle était désolée, m'a donné une accolade sèche et formelle, et m'a demandé si j'allais vendre la maison. Je pense qu'elle est trop grande pour une seule personne, a-t-elle dit, debout au milieu du salon. De plus, tu n'es plus tout jeune. Tu devrais peut-être penser à une maison de retraite. Léonie disait toujours que notre fille était pragmatique. Je préférais un autre mot, calculatrice. Ce jour-là, c'était la première fois que je le disais à voix haute. Ta mère n'est même pas encore froide que tu calcules déjà combien tu peux tirer de notre maison. Béatrice m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose d'indécent. Elle n'est pas restée pour la nuit, prétextant avoir réservé une chambre d'hôtel. Nous ne l'avons pas vue pendant près d'1 an après ça. Béatrice travaille comme agent d'assurance pour une grande compagnie. Son mari, Thibault, est ingénieur civil et conçoit des ponts. Ils ont déménagé près d'ici il y a 10 ans, lorsque son entreprise a remporté un contrat pour construire dans la région. Avant cela, ils vivaient à Bordeaux, et Léonie et moi ne voyions nos petits-enfants que pendant les vacances. Quand ils se sont installés ici, ma femme et moi nous sommes réjouis. Léonie avait dit, « Maintenant, nous allons être une vraie famille. » Pendant les premiers mois, ce fut le cas. Nous les avons aidés à s'installer, avons gardé les petits-enfants, les jumeaux Adèle et Renaud. Ils avaient 9 ans à l'époque. Aujourd'hui, ils en ont 19, et je ne les ai pas vus depuis 3 ans. Ils font leurs études sur la Côte d'Azur. Les relations avec Béatrice et Thibault ont commencé à se détériorer peu avant la mort de Léonie. Ils nous invitaient de moins en moins, cessaient d'amener les enfants. Quand nous appelions, il y avait toujours une raison, le travail, l'école, les courses. Léonie s'inquiétait, mais elle essayait de ne pas le montrer. Ils sont occupés. Ils ont leur propre vie, disait-elle, même si je la voyais essuyer discrètement une larme en regardant des photos de ses petits-enfants. Après le décès de ma femme, je suis devenu pour eux une sorte de distributeur automatique de billets. Béatrice n'appelait ou ne passait que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Que ce soit pour payer les frais de scolarité des jumeaux, rénover leur maison ou acheter une nouvelle voiture pour Thibault, je ne disais jamais non. C'était ma propre fille. De plus, Léonie et moi avions toujours été économes. J'ai assez d'économies pour tenir jusqu'à la fin de mes jours, même si je vis jusqu'à 100 ans. Mais chaque fois que je signais un chèque, je me sentais utilisé. Ce jour-là, il y a 8 mois, quand ils ont acheté leur maison, je leur ai donné 50 000 € pour l'acompte. Béatrice avait dit qu'elle me désignerait comme co-emprunteur. Ce sera plus facile d'obtenir l'accord de la banque, et tu pourras venir nous voir quand tu voudras, car ce sera aussi ta maison. J'ai accepté. L'avocat a préparé les papiers et je les ai signés, sans vraiment les lire. Je me souviens que Thibault me regardait de l'autre côté de la table, méfiant, comme s'il craignait que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait. Depuis, je n'ai jamais franchi le seuil de leur nouvelle demeure. Tous mes appels tombaient sur la messagerie vocale. Mes messages restaient sans réponse. Les rares fois où Béatrice répondait, la conversation était brève et sèche. « Désolé, papa. Je ne peux pas parler maintenant. Je te rappelle plus tard. » Elle ne rappelait jamais. Ce matin a commencé comme d'habitude. J'ai préparé le café, des tartines de confiture d'abricot, et je me suis assis à la table de la cuisine avec le journal. La maison était silencieuse, seul le tic-tac de la vieille horloge murale, un cadeau de mariage des parents de Léonie, égrenait les secondes. J'allais commencer les mots croisés quand le téléphone a sonné. « Papa, c'est Béatrice. » J'ai senti mon cœur se serrer. Ma fille m'appelait d'elle-même, sans que je la relance ou qu'elle ait une demande à formuler. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elle avait besoin de quelque chose. « Bonjour, Béatrice. Ça me fait plaisir de t'entendre. Thibault et moi avons décidé d'aller sur la côte le mois prochain pour 2 semaines. On s'est dit que tu aimerais peut-être te joindre à nous. » J'ai failli laisser tomber ma tasse. C'était la première fois en 5 ans qu'on m'invitait quelque part. Sur la côte,
ai-je demandé, n'en croyant pas mes oreilles. Oui, en Normandie. Nous avons réservé un gîte près de Deauville. 3 chambres, vue sur la mer. Thibaut dit que la pêche y est excellente. Je n'ai jamais été un grand pêcheur et Béatrice le savait. C'était Léonie qui adorait pêcher. Nous allions souvent à un lac local où elle pouvait rester assise des heures avec sa canne à pêche pendant que je lisais un livre à l'ombre d'un arbre. Après sa mort, j'ai vendu tout le matériel de pêche. Ça a l'air merveilleux, ai-je dit, me demandant où était le piège. Mais pourquoi si soudainement? On a juste pensé qu'un changement d'air te ferait du bien, dit-elle avec une pointe d'irritation dans la voix. Tu ne sors presque jamais de la maison. Tu ne peux pas rester enfermé tout le temps. C'était vrai. Après la mort de Léonie, mon monde s'était rétréci à la taille de ma maison et du supermarché le plus proche. Parfois, j'allais au parc pour nourrir les canards, mais dernièrement, même cela était devenu difficile. Mes genoux n'étaient plus les mêmes. Quand prévoyez-vous de partir? Dans 3 semaines, le case. On peut passer te prendre en chemin. Prends juste ton passeport, ta carte de crédit et quelques vêtements. Tu n'auras besoin de rien d'autre. Le gîte a tout ce qu'il faut. Quelque chose dans ses paroles m'a rendu méfiant. Elle était trop précise. Mais d'un autre côté, peut-être étais-je vraiment trop soupçonneux. Peut-être avait-il enfin décidé de recoller les morceaux. D'accord, ai-je dit après une pause. Je viendrai avec vous. Bien. La voix de Béatrice était visiblement enjouée. Alors, on se voit le 15. Sois prêt à 8 heures du matin. Elle a raccroché sans attendre ma réponse. Je suis resté longtemps à fixer le téléphone. Une partie de moi était excitée par le voyage à venir, l'occasion de passer du temps avec ma fille. L'autre partie, celle qui était devenue beaucoup plus cynique après toutes ces années de négligence, s'attendait à un piège. 3 semaines passèrent rapidement. J'ai fait ma valise comme Béatrice l'avait demandé. Passeport, carte de crédit, quelques tenues de rechange, mes médicaments. J'ai décidé de prendre de l'argent liquide au cas où. 1000 € dans une enveloppe, dans la poche intérieure de ma veste. Le jour du départ, je me suis réveillé à 6 heures du matin. Bien que Béatrice ait dit d'être prêt pour 8 heures, je ne pouvais pas dormir d'excitation. J'ai préparé mon café, pris mon petit déjeuner et me suis assis près de la fenêtre du salon, guettant l'allée. L'aiguille des minutes de l'horloge murale faisait tour après tour. 8h00. 8h30. 9h, à 9h30, j'ai commencé à m'inquiéter. Peut-être avait-il eu un accident. Peut-être avait-il oublié. J'allais appeler quand un SUV noir brillant s'est engagé dans l'allée. Béatrice est sortie de la voiture, élégante dans un tailleur pantalon clair. Thibaut est resté au volant, le moteur en marche. Désolé du retard, papa, dit-elle en entrant dans la maison sans frapper. Il y avait des bouchons en sortant de la ville. Tu es prêt? J'ai hoché la tête, désignant la petite valise près de la porte. Je vous attends depuis un bon moment. Parfait, dit-elle en me jetant un regard évaluateur. S'il te plaît, dis-moi que tu ne vas pas voyager dans ce pantalon. J'ai regardé mon pantalon gris, vieux mais propre et repassé. Qu'est-ce qui ne va pas avec? Béatrice a levé les yeux au ciel, un geste qu'elle avait adopté de sa mère à l'adolescence. On dirait qu'il a 100 ans. Tu n'as rien de plus décent. C'est mon meilleur pantalon, ai-je répondu, sentant l'irritation familière monter en moi. Si ça te met mal à l'aise, je peux rester à la maison. Bon, peu importe, a-t-elle dit en agitant la main. On fera avec. Thibaut attend, alors dépêche-toi. Elle a pris ma valise et s'est dirigée vers la porte. J'ai jeté un dernier regard à la maison, m'assurant que tous les appareils étaient éteints, et j'ai fermé la porte à clé. Quand je suis arrivé à la voiture, Thibaut n'a même pas tourné la tête dans ma direction. Il était assis, le regard fixé sur le pare-brise, tapotant des doigts sur le volant. Bonjour, Thibaut, ai-je dit en montant à l'arrière. MMH, a-t-il marmonné en retour. Tout le monde est là. On peut y aller? Béatrice a hoché la tête en s'installant sur le siège passager avant. Thibaut a démarré sans attendre que j'attache ma ceinture. On a environ 6 heures de route, a dit Béatrice sans se retourner. On s'arrêtera pour déjeuner en chemin. Tu as pris tes médicaments? Bien sûr, ai-je répondu. Je ne suis pas un enfant. Elle n'a pas répondu. J'ai regardé ma maison devenir de plus en plus petite dans la lunette arrière, et un sentiment étrange m'a envahi, comme si c'était la dernière fois que je la voyais. J'ai chassé cette pensée. 2 semaines avec ma famille m'attendaient, une chance de renouer les liens, de nous rapprocher. Peut-être que Béatrice et Thibaut avaient enfin décidé de changer d'attitude envers moi. Je me suis installé confortablement sur la banquette arrière et me suis préparé pour le long trajet, plein d'espoir, mais non sans une certaine anxiété. Quelque part au fond de moi, je savais que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles le paraissaient.
Mais je voulais désespérément croire que ma fille s'était enfin souvenue qu'elle avait un père, que je comptais plus pour elle qu'une simple source de soutien financier. Je voulais croire que ce voyage était le début d'un nouveau chapitre dans notre relation. Nous nous sommes engagés sur l'autoroute et j'ai regardé défiler les paysages familiers de la Bourgogne. Béatrice et Thibaut parlaient à voix basse à l'avant, trop bas pour que je puisse distinguer les mots. Parfois, ils riaient, et je me suis surpris à penser que je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais entendu ma fille rire. J'ai fermé les yeux, bercé par le bruit monotone du moteur et la pensée que, peut-être, les choses pouvaient encore s'arranger. Peut-être que ce voyage était ce dont nous avions tous besoin. Les 2 premières heures du trajet se sont déroulées en silence. Je regardais par la fenêtre les champs et les fermes occasionnelles. Thibaut conduisait avec concentration, et Béatrice tapotait quelque chose sur son téléphone. De temps en temps, elle montrait l'écran à son mari, et ils échangeaient de brèves remarques, trop basses pour que je puisse les entendre. « Comment vont les jumeaux ?» ai-je demandé, essayant d'engager la conversation. Je n'avais pas eu de leurs nouvelles depuis un moment. Béatrice, toujours sur son téléphone, a répondu « Bien, ils étudient. » Adèle a un nouveau petit ami, un musicien. Et Renaud, il veut toujours être médecin. Je crois, oui, a-t-elle haussé les épaules. Il suit un cours de chimie en ce moment. Il dit que c'est difficile. Thibaut a gloussé. S'il sortait moins et étudiait plus, ce ne serait pas si difficile. Je voulais dire qu'à leur âge, il était normal d'étudier et de sortir, comme le disait Thibaut. Mais je me suis tu. Au fil des ans, j'ai appris que toute remarque de ma part sur l'éducation de leurs enfants était mal prise. On devrait s'arrêter pour manger un morceau, ai-je demandé après une autre heure. Je pourrais vous inviter à déjeuner. Béatrice s'est retournée. Papa, on est parti il y a à peine 3 heures. Tu as déjà faim? Non, je pensais juste. Nous comptions nous arrêter dans 2 heures à Rouen, m'a interrompu Thibaut. Il y a un bon restaurant là-bas qu'un collègue nous a recommandé. Oh, bien sûr. Je suis désolé. Je me suis adossé à mon siège, me sentant comme un enfant pris en faute. Béatrice est retournée à son téléphone et moi, à contempler le paysage. Soudain, la voiture a ralenti et Thibaut s'est garé sur le bas-côté. Que se passe-t-il? A demandé Béatrice, inquiète. J'ai besoin de me dégourdir les jambes et... Il a regardé sa femme d'un air entendu, de vérifier la carte. Ils sont sortis de la voiture, me laissant à l'intérieur. Je les ai vus s'éloigner de quelques mètres et commencer à discuter avec animation. Thibaut gesticulait avec irritation. Béatrice argumentait passionnément. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais il était clair à leur visage que la conversation n'était pas agréable. Ils ont jeté plusieurs coups d'œil vers la voiture et j'ai rapidement détourné le regard, faisant semblant de ne pas les remarquer. Environ 5 minutes plus tard, ils sont revenus. Thibaut s'est mis au volant, claquant la portière avec force. « Tout va bien ?» ai-je demandé prudemment. « Parfaitement » a sèchement répondu Béatrice. Nous avons fait le reste du trajet jusqu'à Rouen dans un silence tendu. Nous nous sommes arrêtés au restaurant Le Cygne d'Argent, un endroit chic avec des prétentions à la haute cuisine. Béatrice a insisté pour que je laisse ma vieille veste dans la voiture. Ils ont un code vestimentaire, papa, a-t-elle dit comme si elle expliquait l'évidence à un enfant. J'ai obéi, bien que je me sente mal à l'aise sans ma veste. La climatisation du restaurant tournait à plein régime. On nous a conduits à une table près de la fenêtre. Un jeune serveur en chemise blanche impeccable nous a tendu des menus recouverts de cuir. Je pouvais à peine déchiffrer le nom des plats. La police était petite et j'avais laissé mes lunettes dans ma veste. « Tu as fait ton choix ?» a demandé Béatrice après une minute. « Pas encore. » J'ai plissé les yeux, essayant de lire la description d'un plat de saumon. « Tu devrais peut-être choisir quelque chose de plus simple, » a suggéré Thibaut. « À la soupe du jour ou des pâtes. »« J'aimerais du poisson, » ai-je dit obstinément. Béatrice a levé les yeux au ciel. « Papa, tu sais que tu as des problèmes d'estomac. Tu te souviens de la dernière fois où tu as été malade après avoir mangé des fruits de mer? » La dernière fois? De quoi parlait-elle? Je n'avais pas mangé de fruits de mer avec eux depuis des années, et je n'ai aucun problème d'estomac. Béatrice, tu te trompes. Tu ferais mieux de commander les pâtes. Elle a refermé le menu avec un bruit sec. Ah Thibaut, tu as choisi. Et c'est ainsi qu'a commencé une série de petites humiliations. Ils m'ont commandé des pâtes alors que je voulais du poisson. Ils ont choisi de l'eau au lieu du vin que j'avais demandé. Quand le serveur a apporté les plats, Béatrice m'a demandé de couper mes pâtes en petits morceaux pour que ce soit plus pratique pour papa. Je suis parfaitement capable de gérer ma propre nourriture, ai-je dit, sentant le rouge me monter aux joues. Bien sûr que tu le es, papa. Elle m'a tapoté la main avec ce sourire condescendant habituellement réservé aux enfants capricieux ou aux vieillards séniles.
Thibaut a souri ouvertement. On ne voudrait pas que l'incident de la trattoria del Papa se répète. Tu te souviens, chérie, quand ton père a fait tomber des spaghettis sur sa chemise et qu'on a dû lui en acheter une nouvelle? Oh, oui. Béatrice a ri. C'était tellement embarrassant. Je les ai regardés, perplexes. Il n'y a jamais eu d'incident à la trattoria del Papa. Je n'étais pas allé au restaurant avec eux depuis des années. Ils inventaient ces histoires pour me faire passer pour un vieil homme fragile. Ça n'est jamais arrivé, ai-je dit fermement. Papa, allons. Béatrice continuait de sourire, mais une lueur d'irritation brillait dans ses yeux. Tu as juste oublié. C'est normal à ton âge. J'ai voulu protester, mais j'ai réalisé que c'était inutile. Au lieu de cela, j'ai commencé à manger mes pâtes en silence, mâchant moins la nourriture que mon ressentiment. Après le déjeuner, nous avons repris la route. Cette fois, Béatrice a pris le volant et Thibaut s'est assis à côté de moi sur la banquette arrière. Il a ouvert son ordinateur portable et s'est plongé dans son travail, ignorant complètement ma présence. En fin d'après-midi, nous avons atteint une petite ville de Normandie où nous comptions passer la nuit. Béatrice avait réservé 2 chambres dans un motel en bord de route, une pour elle et Thibaut, l'autre pour moi. Installe-toi confortablement, papa, m'a-t-elle dit en me tendant la clé. Thibaut et moi allons dîner au bar de l'autre côté de la rue. Je pourrais vous accompagner, ai-je suggéré. Tu ferais mieux de te reposer, a coupé Thibaut. La journée de demain sera longue. Ils sont partis, me laissant seul dans une chambre sans âme, avec une moquette usée et un couvre-lit qui sentait le détergent bon marché. Je me suis assis sur le bord du lit, sentant la fatigue et la frustration s'accumuler sur mes épaules. Qu'est-ce que je faisais ici? Pourquoi avais-je accepté ce voyage? Le matin, ils ont frappé à ma porte à 7 heures. Dépêche-toi, papa, a crié Béatrice. Nous devons partir dans 30 minutes. Je me suis lavé, habillé, et je suis sorti vers la voiture. Thibaut était déjà au volant, tapotant impatiemment des doigts sur le volant. Bonjour, ai-je dit en montant à l'arrière. MMH, a-t-il marmonné. Tout le monde est prêt? On y va. Béatrice m'a tendu un sac en papier. On t'a pris un petit déjeuner. Un pain au raisin et un café. Merci. J'ai été touché par le geste. Peut-être que tout n'était pas si terrible. J'ai pris une gorgée de café et j'ai grimacé. Il était froid et sans goût. Le pain au raisin était rassis. La journée s'est passée dans un trajet monotone sur l'autoroute. Nous ne nous sommes arrêtés que pour l'essence et les toilettes. Chaque fois que je demandais un arrêt, Thibaut soupirait d'un air irrité et Béatrice disait que nous étions déjà en retard. Le soir du 2e jour, nous avons atteint la côte près de Deauville. Le gîte qu'ils avaient loué s'est avéré être une spacieuse maison à 2 étages avec vue sur l'océan. 3 chambres, un salon avec cheminée, une cuisine entièrement équipée. Tout semblait cher et élégant. Ta chambre est à l'étage, dernière porte à droite, m'a dit Béatrice en me tendant la clé. Installe-toi. Le dîner est à 20 heures. J'ai monté les escaliers, traînant difficilement ma valise. Personne ne m'a proposé d'aide, alors que Thibaut transportait sans effort 4 énormes valises. Ma chambre était la plus petite de la maison, avec un lit étroit et une vue sur le garage des voisins au lieu de l'océan. J'ai défait mes bagages, pris une douche et je suis descendu pour le dîner. Béatrice et Thibaut étaient assis sur la terrasse, sirotant du vin. Il y avait 3 assiettes de pâtes et de la salade sur la table. Ah, papa! Béatrice a levé son verre. Comment trouves-tu la chambre? Elle est bien, ai-je menti. Merci. On a pensé que tu serais plus tranquille au 1er étage, a dit Thibaut. C'est plus calme. Je n'ai pas pris la peine de lui rappeler qu'à mon âge, monter les escaliers plusieurs fois par jour n'était pas la chose la plus agréable à faire. Au lieu de cela, je me suis assis à table en silence et j'ai commencé à manger. Thibaut et moi allons visiter un vignoble demain, a annoncé Béatrice. Une visite avec dégustation. Tu voudras probablement rester ici et te reposer, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. En fait, j'aimerais beaucoup voir le vignoble, ai-je dit. Béatrice et Thibaut ont échangé un regard. C'est une longue visite, papa, a dit doucement Béatrice. Il y a beaucoup de marches, et la dégustation, ça ne fait pas bon ménage avec tes médicaments. Je peux sauter la dégustation, ai-je insisté. Et je suis parfaitement capable de marcher. Écoute, Aubert. Thibaut a posé sa fourchette. Les billets sont déjà achetés. Le groupe est limité. On ne peut pas t'ajouter à la dernière minute. Je comprends. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, sentant une vague de colère et de ressentiment monter en moi. Ne sois pas triste, papa. Béatrice m'a tapoté le bras. On te rapportera une bonne bouteille de vin. Je n'ai rien dit. Le dîner s'est terminé dans un silence gêné. C'est ainsi que se sont déroulés les 3 premiers jours de nos vacances en famille.
Béatrice et Thibaut partaient le matin, tantôt au vignoble, tantôt faire de la voile, tantôt au golf, et rentraient tard le soir. Je restais seul au gîte, errant sur la plage, lisant de vieux magazines trouvés dans le salon, et me demandant pourquoi ils m'avaient invité. Le 4e jour, ils ont annoncé que nous allions au restaurant ce soir-là, tous ensemble. C'est un très bon restaurant, papa, a dit Béatrice. Tu devrais mettre quelque chose de décent. J'ai enfilé mon seul costume, celui dans lequel j'avais enterré Léonie. Il était trop grand. J'avais beaucoup maigri en 5 ans, mais c'était ce que j'avais de mieux. Quand je suis descendu dans le salon, Béatrice a grimacé. Papa, ce costume, on dirait un costume d'enterrement. C'en est un. Ai-je répondu sèchement. C'est mon costume d'enterrement. Thibaut a ricané. Au moins, il est noir. Dans le noir, on ne verra pas à quel point il est vieux. Le restaurant s'est avéré être un endroit chic avec vue sur l'océan. Le maître d'hôtel nous a conduits à une table près de la fenêtre. Je sentais les regards des autres convives, des couples élégants dans des vêtements coûteux, et j'ai ressenti encore plus vivement à quel point j'avais l'air ridicule dans mon costume trop grand. Béatrice a commandé un apéritif pour tout le monde. Un cocktail au gin sophistiqué. Papa, tu vas aimer, a-t-elle dit. Il n'est pas fort. Je voulais protester que je ne buvais pas de gin, mais je me suis tu. Quand le menu est arrivé, j'ai constaté que les prix ne figuraient que sur le menu de Thibaut. Commande-moi un steak, s'il te plaît, ai-je demandé à mon gendre. Ah point. Un steak. Béatrice a secoué la tête. Papa, tu sais que tu ne peux pas manger de viande rouge. Le médecin a dit. Quel médecin? Je commençais à perdre patience. Je n'avais pas vu de médecin depuis 6 mois, et personne ne m'avait dit de ne pas manger de viande rouge. Ne fais pas de scène, a chuchoté Béatrice, souriant au serveur qui arrivait pour prendre la commande. Il prendra le filet de poisson vapeur, sans sel, a-t-elle dit. Et des légumes. J'étais assis, les poings serrés sous la table. Que se passait-il? Pourquoi faisait-il cela? Quand les plats sont arrivés, Thibaut a sorti son téléphone. Je dois prendre une photo pour les jumeaux. Ils m'ont demandé de leur montrer comment on passe nos vacances. Il a levé le téléphone, pointant l'objectif vers Béatrice et moi. Souris, papa, a ordonné ma fille. J'ai essayé de sourire, mais j'avais l'impression de faire une grimace. Et si on en faisait une autre, a suggéré Thibaut. Tu as l'air. Il s'est interrompu, mais je savais ce qu'il voulait dire. Comme un vieil homme qu'on aurait traîné de force à ce dîner. Excusez-moi, ai-je dit en me levant. Je dois aller aux toilettes. Dans les toilettes, je suis resté longtemps devant le miroir, fixant mon reflet. Quand étais-je devenu si vieux? Quand ma fille avait-elle commencé à me traiter comme un fardeau? Que avais-je fait de mal? En retournant à table, j'ai trouvé Béatrice et Thibaut en grande conversation avec un couple de la table voisine. Une femme élégante de l'âge de Béatrice et un homme en costume cher. Ah, papa! Béatrice s'est tournée vers moi. Voici Elisabeth et Richard. Ils sont aussi en vacances ici. Enchanté, ai-je hoché la tête. Aubert est venu avec nous de Bourgogne, a expliqué Béatrice. On s'est dit qu'il ne devait pas rester seul à son âge. Oh, comme c'est gentil de votre part, a dit Elisabeth. Mon père est âgé aussi, mais il refuse de voyager. Il dit qu'on ne déracine pas un vieil arbre. Vous avez de la chance que votre père soit si facile à vivre, a dit Richard à Béatrice. Mon beau-père est un tyran. Impossible de le faire sortir de chez lui. Il n'est jamais content de rien. Oh, notre père a son caractère aussi. Béatrice m'a regardé d'un air entendu. N'est-ce pas, papa? Je picorais en silence le poisson sans goût avec ma fourchette. Vous savez, a poursuivi Béatrice, parfois, je me sens plus comme sa mère que comme sa fille. Je dois m'assurer qu'il prend ses médicaments, qu'il mange correctement. Hier, je l'ai surpris en train d'essayer de se servir un whisky alors qu'il a des problèmes de tension. Je me suis figé. C'était un mensonge pur et simple. Je n'avais pas bu de whisky depuis des années, préférant un verre de vin au dîner, et ma tension artérielle était parfaitement normale. Béatrice, ai-je commencé, mais elle a continué, m'ignorant. Et la semaine dernière, il a failli déclencher un incendie dans la cuisine. Il a oublié d'éteindre la cuisinière. Ce n'est pas vrai, ai-je haussé la voix. Je ne suis pas venu chez vous depuis des mois. Béatrice a souri avec indulgence. Tu vois, sa mémoire n'est plus ce qu'elle était. Tu as dîné chez nous vendredi dernier, papa. Non, ce n'est pas vrai. Je sentais mes mains trembler. Tu le sais très bien. Papa, ne commence pas, a-t-elle dit avec une tonalité d'acier dans la voix. Je suis désolé, a-t-elle dit à Elisabeth et Richard. Il peut être difficile parfois. Oh, nous comprenons.
Élisabeth a hoché la tête avec sympathie. La vieillesse n'est pas une partie de plaisir. Je les ai tous regardés, sentant une vague de colère monter en moi. Ils parlaient de moi comme si je n'étais pas là, ou comme si je n'étais plus une personne, mais un objet inanimé, un fardeau dont il fallait s'occuper. Excusez-moi. Je me suis levé brusquement de table. J'ai besoin d'air. Je suis sorti du restaurant sans me retourner. La brise de l'océan m'a frappé le visage, apportant avec elle l'odeur du sel et des algues. J'ai inspiré profondément, essayant de me calmer. Que se passait-il? Pourquoi Béatrice mentait-elle sur mon état? Pourquoi me faisait-il passer pour un vieil homme infirme et sénile? Et puis, j'ai compris. Il voulait quelque chose qu'il ne pourrait obtenir que si je paraissais incapable. De l'argent, la maison, une mise sous tutelle. Je suis resté sur la promenade, regardant l'eau sombre, et je me suis soudain senti très seul et vulnérable. Et s'ils essayaient vraiment de me faire déclarer incapable? Et si ce voyage n'était qu'une partie de leur plan? Papa! La voix de Béatrice m'a sorti de ma rêverie. Elle se tenait à côté de moi, enveloppée dans un châle. Est-ce que ça va? Pourquoi mens-tu sur ma santé? Lui ai-je demandé sans détour. Je ne mens pas. Elle a posé sa main sur mon épaule. C'est juste que tu oublies beaucoup de choses. C'est normal à ton âge. Je n'ai pas dîné chez vous la semaine dernière, ai-je dit fermement. Et je n'ai pas essayé de me servir un whisky, et il ne s'est rien passé avec la cuisinière. Béatrice a soupiré. Papa, ne faisons pas de scène. Élisabeth et Richard nous ont invités à dîner chez eux demain. Ce sera embarrassant si tu continues à te comporter comme ça. Je ne sors plus avec vous, ai-je dit. En fait, je crois que je ferais mieux de rentrer chez moi. Ne sois pas idiot. Elle a serré mon épaule plus fort. Comment vas-tu rentrer? En taxi jusqu'en Bourgogne? Elle a ri comme si j'avais dit quelque chose d'incroyablement drôle. Allez, rentrons. Thibaut a déjà payé. Une voiture nous attend. J'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Du moins, pas maintenant. J'ai suivi docilement ma fille jusqu'à la sortie de la promenade où Thibaut et son taxi nous attendaient. Je suis resté assis en silence dans la voiture, regardant par la fenêtre les lumières de la ville côtière défiler. Béatrice et Thibaut parlaient à voix basse à l'avant. Je pouvais entendre des bribes de phrases. C'est trop tôt, on devrait attendre encore quelques jours, il commence à se douter de quelque chose. Un frisson a parcouru mon échine. Il préparait quelque chose qui me concernait. Et quoi que ce soit, ça ne me présageait rien de bon. De retour au gîte, je suis monté dans ma chambre, je me suis enfermé à clé et je me suis allongé sur le lit sans me déshabiller. Le sommeil ne venait pas. Je suis resté là, les yeux fixés au plafond, essayant de comprendre ce qui se passait. Une chose était sûre. Je devais rester sur mes gardes. Béatrice et Thibaut manigançaient quelque chose, et je devais être prêt. Je me suis réveillé au son de la porte d'entrée qui claque. Le soleil était déjà haut dans le ciel et l'horloge sur ma table de chevet indiquait presque 10 heures du matin. Étrange, je me réveillais habituellement beaucoup plus tôt. Ce devait être la nuit blanche et toutes les inquiétudes de ces derniers jours. Quand je suis descendu, j'ai trouvé le salon vide. Il y avait un mot sur la table de la cuisine, écrit de la main soignée de Béatrice. Papa, Thibaut et moi sommes partis en excursion dans une ville voisine. Nous serons de retour tard ce soir. Il y a des sandwichs dans le frigo pour le déjeuner. Ne t'ennuie pas trop. B. J'ai ouvert le réfrigérateur. En effet, il y avait une assiette avec 2 sandwichs emballés dans du film alimentaire. Je n'avais pas faim, alors je me suis juste versé un verre de jus d'orange et je suis sorti sur la terrasse. La journée s'annonçait magnifique. Un ciel sans nuages, une légère brise venant de l'océan, les cris des mouettes. Dans une autre situation, j'aurais profité de cette matinée, mais maintenant, toutes mes pensées étaient occupées par le comportement étrange de Béatrice et Thibaut. J'ai décidé de faire une promenade sur la plage. Peut-être que l'air frais m'aiderait à y voir plus clair. De retour dans ma chambre, j'ai enfilé des vêtements plus appropriés pour la marche, j'ai pris mon portefeuille et j'ai quitté la maison. La plage n'était qu'à 5 minutes à pied. Malgré le beau temps, il n'y avait pas grand monde. Quelques familles avec des enfants, un couple de personnes âgées promenant leurs chiens, et un surfeur solitaire défiant les vagues. J'ai trouvé un banc libre face à l'océan et je me suis assis, exposant mon visage au soleil. Le temps passait, et j'étais là, perdu dans mes pensées. Quelque chose me tracassait. La note de Béatrice semblait trop ordinaire après l'incident de la veille au restaurant. Pas un mot d'excuse, pas une allusion à notre conversation. C'était comme si rien ne s'était passé. Vers midi, la faim s'est fait sentir et j'ai décidé de retourner au gîte pour les sandwichs. En me levant du banc, j'ai découvert que mon portefeuille était tombé de ma poche. Heureusement, il gisait tout près sur le sable. Je l'ai ramassé et j'ai vérifié machinalement le contenu.
Ma carte de crédit n'y était pas. J'ai revérifié tous les compartiments, secoué le contenu sur le banc. La carte était introuvable. L'argent liquide, cependant, était là, les 1000 € que j'avais prudemment emportés avec moi. J'étais certain que la carte était dans mon portefeuille quand j'avais quitté la maison. Donc, Béatrice ou Thibault l'avaient prise pendant que je dormais. Une vague de colère m'a envahi. Pourquoi avaient-ils besoin de ma carte de crédit? S'ils avaient besoin d'argent, ils auraient pu simplement demander. Je n'avais jamais rien refusé à Béatrice. De retour au gîte, la première chose que j'ai faite a été de vérifier ma valise. Toutes mes affaires étaient en place, mais quelque chose dans leur disposition indiquait que quelqu'un avait fouillé. Le passeport que je gardais dans la poche intérieure de ma valise se trouvait maintenant sous une pile de chemises. Je me suis assis sur le lit, essayant de rassembler mes idées. Que se passait-il? Pourquoi Béatrice et Thibault voulaient-ils ma carte de crédit et mon passeport? Et puis, j'ai compris. Ils allaient m'abandonner. Tout s'est mis en place. Les regards étranges, les chuchotements, l'hospitalité soudaine après des années de négligence. Ils m'avaient amené ici, dans une ville inconnue à des centaines de kilomètres de chez moi, pour me laisser sans argent ni papier. Je me suis précipité à la fenêtre et j'ai regardé l'allée, espérant voir leur voiture. Peut-être n'étaient-ils pas encore partis. Mais l'allée était vide. Je me suis effondré sur le canapé, sentant la panique m'envahir. Que allais-je faire? Je suis dans une ville inconnue, sans moyen de transport et avec de l'argent liquide limité. Béatrice et Thibault ont ma carte de crédit et mon passeport. Ma première pensée a été d'aller à la police. Mais que dirais-je? Que ma fille et mon gendre ont volé ma carte de crédit. Qu'ils m'ont abandonné dans une ville de villégiature. Cela semblait si ridicule que je doutais que quiconque me croie. De plus, connaissant Béatrice, elle devait avoir préparé une histoire sur mon incapacité et mes problèmes de mémoire. J'ai décidé d'agir seul. D'abord, je devais trouver où j'étais et comment me rendre à la gare la plus proche. Dans l'entrée, j'ai trouvé une brochure touristique avec une carte de la région. D'après elle, le centre-ville était à environ 3 kilomètres. Il devait y avoir un office de tourisme là-bas qui pourrait m'aider. J'ai rapidement emballé les choses dont j'avais besoin en papier, argent, une tenue de rechange, dans un petit sac que j'ai trouvé dans un placard. Le reste devrait être laissé derrière. En fermant la maison, j'ai décidé de garder la clé. Une petite vengeance, mais une vengeance quand même. Je me suis mis en route. Le trajet jusqu'au centre-ville a pris près d'1 heure. Malgré le beau temps, j'étais rapidement fatigué, l'effet de l'âge et de toutes les inquiétudes. À l'office de tourisme, j'ai été accueilli par une jeune femme sympathique. « En quoi puis-je vous aider ?» m'a-t-elle demandé avec un sourire. « Je dois me rendre à Ligny-le-Châtel, en Bourgogne, » ai-je dit. « Quelle est la façon la plus rapide de le faire ?» Elle a haussé les sourcils de surprise. « Ligny-le-Châtel? C'est assez loin. Il faudrait aller à Paris en train, puis prendre une correspondance pour Auxerre, et enfin un car. Comment va-t-on à Paris? Il y a un train qui part 3 fois par jour. Le prochain est dans 2 heures. J'ai hoché la tête. Combien coûte le billet? 45 € l'aller simple. J'ai calculé mentalement, avec le train, le trajet en métro à Paris, le billet de train pour Auxerre, la nourriture et peut-être une nuit d'hôtel si je ne pouvais pas avoir une correspondance le jour même, la majeure partie de mon argent liquide disparaîtrait. Mais je n'avais pas le choix. Où puis-je acheter un billet? Juste ici. Elle a montré le petit guichet dans le coin du bureau. Mais vous aurez besoin d'une pièce d'identité. Mon cœur s'est serré. Mon passeport, qui était ma principale pièce d'identité, était toujours en possession de Béatrice. J'ai fouillé dans mon portefeuille. Mon permis de conduire. Je l'avais complètement oublié depuis que j'avais arrêté de conduire il y a des années, lorsque ma vue avait commencé à baisser. J'ai un permis de conduire, ai-je dit, soulagé de sortir la carte en plastique. C'est suffisant, a hoché la tête la jeune femme. Après avoir acheté mon billet de train, je suis allé dans un petit café en face de la gare. J'avais près de 2 heures avant le départ, et j'ai décidé d'utiliser ce temps pour rassembler mes esprits et élaborer un plan d'action. Assis à une table avec une tasse de café, je me suis permis de réaliser vraiment ce qui s'était passé. Ma propre fille m'avait abandonné dans un endroit inconnu à des centaines de kilomètres de chez moi, en prenant mes papiers et ma carte de crédit. Mon gendre, qui n'avait jamais vraiment caché son mépris pour moi, devait être le cerveau derrière ce plan. Mais pourquoi? Que voulait-il accomplir en faisant cela? La seule chose qui me venait à l'esprit était l'argent. Il voulait accéder à mes économies. Peut-être comptait-il me faire déclarer inapte, mais cela nécessiterait des rapports médicaux, des certificats de médecin, ou alors, il comptait sur le fait que je ne pourrais pas rentrer, que je resterais ici, dans une ville étrangère, sans ressources ni relations. Plus j'y pensais, plus il devenait clair que leur plan n'avait pas été bien réfléchi.
Il n'avait pas tenu compte du fait qu'il me restait de l'argent liquide. Il n'avait pas pris mon permis de conduire. Il n'avait pas envisagé que je puisse demander de l'aide aux autorités locales ou à la banque pour bloquer la carte. Cela m'indiquait que la décision de m'abandonner avait été prise spontanément, peut-être après l'incident de la veille au restaurant. Je commençais à comprendre leur logique. Ils m'avaient amené ici en espérant quelque chose. Quoi? Mais mon comportement de la veille avait bouleversé leurs plans. Alors, ils avaient décidé de se débarrasser de moi. Le train pour Paris était à moitié vide. J'étais assis près de la fenêtre, regardant le paysage côtier se transformer en collines verdoyantes. Le trajet a duré environ 2 heures, et pendant tout ce temps, je n'ai cessé de penser à Béatrice. Où avais-je échoué dans son éducation? Quand ma petite fille, que Léonie et moi aimions tant, s'était-elle transformée en une femme calculatrice et sans cœur? À Paris, je suis allé directement à la gare de Lyon. Là, une mauvaise surprise m'attendait. Le prochain train pour Auxerre n'était que le lendemain matin, et il coûtait beaucoup plus cher que ce à quoi je m'attendais, près de 150 €. Il me restait un peu plus de 900 € après l'achat du premier billet de train et du déjeuner. Je suis resté devant le tableau des départs, sentant le désespoir m'envahir. Je pouvais acheter le billet, mais il ne me resterait pratiquement plus d'argent pour la nourriture, l'hôtel et le transport à Auxerre. Je peux vous aider? Une voix est venue de derrière moi. Je me suis retourné. Devant moi se tenait une femme d'un certain âge en uniforme d'agent de la SNCF. Oui. J'essaie de rentrer chez moi, ai-je dit. Près d'Auxerre. Mais les billets sont très chers et mon budget est limité. Elle a hoché la tête avec sympathie. Oui, en haute saison, les prix sont élevés. Mais il y a peut-être des alternatives. Avez-vous envisagé le car? C'est plus long, mais beaucoup moins cher. Un car pour la Bourgogne ne semblait pas très attrayant, mais je n'avais pas le choix. Elle m'a accompagné au guichet de la compagnie de cars, située juste à l'extérieur de la gare. En effet, un billet pour Auxerre ne coûtait que 30 €. Le car partait dans 4 heures. J'ai acheté le billet, ressentant un immense soulagement. Au moins, j'avais maintenant un plan concret. Je rentrerais chez moi, même si ce n'était pas aussi rapidement que je l'aurais souhaité. J'ai passé le temps restant avant le départ dans une petite brasserie de la gare, réfléchissant à ma vie et à ma relation avec ma fille. Je me suis souvenu de Béatrice enfant, une petite fille intelligente et curieuse avec des fossettes sur les joues quand elle souriait. Comment elle rapportait des dessins de l'école pour « papa ». Comment elle me demandait de lui lire une histoire avant de dormir. Comment elle mettait sa petite main dans la mienne avec confiance lorsque nous traversions la rue. Quand les choses avaient-elles changé? À l'adolescence, à l'université, ou plus tard, quand elle a rencontré Thibaut. Je me suis souvenu du jour où elle nous l'avait présenté. Léonie avait immédiatement eu une aversion pour son futur gendre, bien qu'elle ait essayé de ne pas le montrer. Il y a quelque chose de faux chez lui, m'avait-elle dit plus tard. J'avais balayé ses craintes d'un revers de la main, pensant que c'était juste de la jalousie maternelle. Personne ne serait jamais assez bien pour sa fille. Maintenant, je réalisais que Léonie avait raison. Il y avait vraiment quelque chose de faux chez Thibaut. Il semblait toujours trop gentil, trop attentionné, quand cela l'arrangeait. Le reste du temps, il dissimulait à peine son irritation et son dédain. Après le mariage, Béatrice est devenue de plus en plus comme son mari. Ses appels sont devenus plus courts et moins fréquents. Ses invitations à leur rendre visite sont devenues de plus en plus formelles. Quand ils ont eu les jumeaux, Léonie et moi espérions que cela nous rapprocherait, mais c'est le contraire qui s'est produit. Béatrice et Thibaut ont construit un mur entre nous et nos petits-enfants. Et puis, les demandes d'argent ont commencé. De petites sommes au début, pour des réparations, des vacances, l'école des enfants, puis des sommes plus importantes. Je n'ai jamais dit non, en partie parce que je voulais aider ma fille, en partie par culpabilité. Je pensais avoir fait une erreur quelque part dans son éducation, et j'essayais maintenant de me racheter par un soutien financier. Le plus important a été une contribution de 50 000 € pour leur nouvelle maison. Béatrice était venue me voir avec cette demande peu après la mort de Léonie. Nous voulons déménager dans un meilleur quartier, avec de bonnes écoles pour les enfants, avait-elle expliqué. Mais il nous manque de l'argent pour la compte. J'avais accepté sans hésiter. Léonie avait laissé une assurance vie substantielle, et je voulais que cet argent profite à la famille. De plus, Béatrice avait promis que je serais inscrit sur les papiers en tant que co-emprunteur, juste au cas où, pour que tu aies toujours un endroit où venir. Je me suis souvenu du jour où nous avons signé les papiers dans le bureau du notaire. Béatrice était inhabituellement affectueuse. Thibaut, inhabituellement amical. J'ai signé tous les papiers sans y jeter un œil. Je me souviens que le notaire m'a demandé si j'étais sûr de vouloir être co-emprunteur et non pas simplement donner l'argent en cadeau. Un co-emprunteur est responsable de l'hypothèque, mais il a également des droits sur une partie de la propriété,
avait-il expliqué. J'avais hoché la tête, sans vraiment approfondir. Quelle importance, si la maison appartiendrait de toute façon à ma fille et à mes petits-enfants après ma mort. Maintenant, assis dans une brasserie parisienne à des centaines de kilomètres de chez moi, je me suis demandé pour la première fois, qu'est-ce que j'avais signé exactement ce jour-là? Quel était mon statut juridique par rapport à leur maison? Je me souvenais vaguement de l'expression « propriété en indivision » dans les documents. Cela signifiait-il que je possédais officiellement une partie de la maison? Cette question m'a tenu éveillé pendant tout le trajet en car. Je dormais à peine, ne descendant aux arrêts que pour me dégourdir les jambes et acheter de la nourriture. Et je n'arrêtais pas de penser à ces papiers, à la maison, à Béatrice et Thibault. Quand le car est enfin arrivé à Auxerre, j'étais épuisé physiquement, mais mon esprit était plus clair que jamais. Un plan avait mûri. Il y avait environ 20 kilomètres de la gare routière à ma maison à Ligny-le-Châtel. J'ai dépensé le reste de mon argent dans un taxi. La maison m'a accueilli avec son silence et une odeur de poussière. J'étais parti depuis près d'une semaine. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le téléphone fixe. Le répondeur contenait 17 messages de Béatrice. Dans les premiers, elle demandait si j'allais bien et pourquoi je ne donnais pas de nouvelles. Dans les derniers, sa voix semblait inquiète, voire effrayée. « Papa, s'il te plaît, appelle-moi dès que tu auras ce message. Thibault et moi sommes très inquiets. » Je n'ai pas pris la peine de rappeler. Au lieu de cela, j'ai pris une douche, mis des vêtements propres et je me suis dirigé vers la banque. Je devais bloquer ma carte de crédit et savoir s'il y avait eu des transactions dessus ces derniers jours. À la banque, j'ai été accueilli par Éléonore, la directrice, qui gérait mes comptes depuis des années. « Monsieur Dubois », s'est-elle exclamée. « Nous essayons justement de vous joindre. Votre fille est passée hier, disant que vous aviez perdu votre carte de crédit pendant vos vacances. » « Je ne l'ai pas perdue, ai-je répondu calmement. Béatrice l'a prise à mon insu et m'a laissé seul en Normandie sans moyen de subsistance. Éléonore avait l'air choquée. Mais, elle a dit que vous l'aviez chargée de bloquer la carte. C'est un mensonge. Je veux savoir s'il y a eu des transactions sur ma carte la semaine dernière, et si oui, lesquelles. Elle a rapidement vérifié mon compte. Oui, il y a eu plusieurs transactions. Il y a 3 jours, un retrait en espèces à un distributeur à Paris, 5 000 €. Et hier, une tentative de virement de 20 000 € sur le compte de Béatrice Dubois, mais elle a été refusée car elle dépassait la limite journalière. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils essayaient de vider mes comptes. Je veux bloquer la carte et en faire émettre une nouvelle, ai-je dit. Et renégocier tous les accès à mes comptes. Béatrice ne doit plus y avoir accès. Bien sûr, monsieur Dubois. Éléonore a hoché la tête. Nous allons tout faire immédiatement. Quand j'en ai eu fini avec la banque, je suis allé voir maître Martin Leclerc, l'avocat qui m'avait aidé avec les papiers après la mort de Léonie. Son cabinet se trouvait au centre de Ligny-le-Châtel, dans un vieil immeuble en briques donnant sur le parc de la ville. Aubert. Martin s'est levé de son bureau pour me serrer la main. Qu'est-ce qui vous amène? Vous avez l'air fatigué. C'est une longue histoire. Je me suis laissé tomber dans le fauteuil en face de son bureau. Martin, vous souvenez-vous, il y a 8 mois, quand vous avez rédigé les actes pour la maison de Béatrice et Thibault, où j'étais co-emprunteur. Bien sûr que je m'en souviens. Il a hoché la tête. Une grande maison dans le quartier du Clos des Chênes. Je veux savoir quel est mon statut juridique par rapport à cette maison. Est-ce que j'en suis propriétaire? Quels sont mes droits? Martin m'a regardé attentivement. Y a-t-il un problème? Oui. Je lui ai raconté brièvement le voyage en Normandie et comment Béatrice et Thibault m'y avaient abandonné. Je veux savoir ce que je peux faire. Martin a secoué la tête. Quelle terrible histoire. Donnez-moi une minute. Je vais retrouver les documents. Il a ouvert un tiroir de classeur, a parcouru plusieurs dossiers et en a sorti un. Voilà. Il a feuilleté quelques pages. Selon cet acte, vous êtes propriétaire en indivision de la maison, avec Béatrice et Thibault. Vous êtes tous les 3 propriétaires à parts égales. J'étais surpris. Je pensais que j'étais juste co-emprunteur sur le prêt immobilier. Non. Martin a secoué la tête. Vous êtes pleinement propriétaire d'un tiers de la maison. De plus, il a tourné la page. Il y a une clause qui stipule que toute décision concernant la vente ou le transfert de propriété doit être prise à l'unanimité des 3 propriétaires. J'ai senti une étrange chaleur se répandre en moi. Pas de la jubilation, non, plutôt un sentiment de justice restaurée. Donc, ai-je dit lentement, je peux vendre ma part ou même initier la vente de toute la maison. Oui. Martin a hoché la tête. Vous pouvez vendre votre part à qui vous voulez. Ou, si vous trouvez un acheteur pour toute la maison,
vous pouvez lancer le processus de vente. Béatrice et Thibault pourraient refuser de vendre leur part, mais l'affaire pourrait alors aller au tribunal pour forcer une sortie de l'indivision. Je me suis adossé à mon fauteuil, réfléchissant à cette information. Je possède un tiers de leur maison. La maison dans laquelle ils ne m'ont jamais invité une seule fois après que je leur ai donné l'argent pour la compte. La maison qui abrite les personnes qui m'ont abandonné dans une ville étrangère à des centaines de kilomètres de chez moi, en prenant mes papiers et en essayant de voler mon argent. Martin, ai-je dit après une pause, je veux vendre ma part. Immédiatement. Vendre votre part, a demandé Martin, me regardant attentivement. À qui? Je me suis demandé. En effet, qui voudrait acheter un tiers d'une maison où vivent d'autres personnes? Et si je vendais toute la maison, ai-je demandé. Vous avez dit que je pouvais lancer la vente. Martin s'est mordu la lèvre, pensif. Techniquement, oui. En tant que copropriétaire, vous avez le droit de provoquer le partage. Mais Béatrice et Thibault pourraient ne pas être d'accord, et l'affaire irait alors au tribunal. C'est un long processus. J'ai le temps, ai-je répondu. Quelle est la première chose à faire? Faire évaluer la maison par un agent immobilier. Ensuite, adresser une notification formelle à Béatrice et Thibault de votre intention de vendre la propriété. Je peux préparer tous les documents nécessaires. J'ai hoché la tête. Y a-t-il un agent que vous pouvez me recommander? Oui, Véronique Page. Elle travaille dans l'immobilier dans ce secteur depuis des années. Elle est très compétente. Il a écrit le nom et le numéro de téléphone de l'agent sur un bout de papier et me l'a tendu. Merci, Martin. Il y a encore une chose. J'ai hésité. Béatrice et Thibault gardent leur deuxième voiture dans mon garage. Techniquement, elle est à eux, mais j'ai payé une partie du prix et mon nom est sur la carte grise. Puis-je la vendre? Martin est retourné au classeur. Laissez-moi me souvenir. Ah, voilà. Oui. C'est le SUV rouge. Légalement, vous êtes copropriétaire car votre nom est sur les papiers, mais il sera difficile de la vendre sans leur consentement. Et s'il y avait une faille? Je n'allais pas reculer. Martin s'est frotté le menton, songeur. Il y a une option. Si la voiture est sur votre propriété depuis plus de 6 mois sans bouger, vous pouvez déposer une réclamation pour bien abandonner, mais vous devez prouver que vous avez tenté de contacter les propriétaires. Ils n'ont pas répondu à mes appels depuis de nombreux mois. C'était la vérité. Et la voiture est dans mon garage depuis plus d'1 an. Dans ce cas, il y a une chance. Vous devez déposer les bons papiers à la préfecture. Si tout se passe bien, dans 30 jours, vous pourriez avoir le droit de la vendre. J'ai hoché la tête, cochant mentalement un autre élément de mon plan de représailles. Une dernière question. Béatrice et moi avons un compte joint. Je l'ai ouvert quand elle était à l'université pour lui envoyer l'argent des frais de scolarité. Nous ne l'avons jamais fermé. Puis-je retirer de l'argent de ce compte? Martin a froncé les sourcils. Si c'est un compte joint avec des droits d'accès égaux, alors légalement, oui. Mais je recommanderais la prudence. S'il y a de l'argent dessus qui appartient clairement à Béatrice, je lui ai viré 500 € dessus tous les mois depuis 5 ans, les jeux interrompus. Ils ne m'ont jamais remercié pour cela, se contentant de retirer l'argent en silence. Je suppose que tout ce qu'il y a dessus est à moi. Martin a haussé les épaules. Ah, dans ce cas, vous avez tout à fait le droit de disposer de ces fonds. J'ai remercié l'avocat et j'ai quitté son cabinet avec un plan d'action clair. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Véronique Page. Elle a accepté de me rencontrer le jour même. Véronique était une femme énergique d'une 50aine d'années, avec un regard vif et le sens des affaires. Elle a écouté attentivement mon histoire, sans surprise ni jugement. J'ai déjà vu d'autres cas dans ma pratique, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Bien, allons voir cette maison. Avez-vous les clés? J'ai secoué la tête. Non, mais j'ai les titres de propriété. C'est suffisant pour commencer. Nous pouvons inspecter l'extérieur, puis je contacterai votre fille et votre gendre pour organiser une visite intérieure. Ils ne sont pas encore rentrés de leur voyage, n'est-ce pas? Pas que je sache. Nous avons convenu de nous retrouver dans 1 heure à la maison de Béatrice et Thibault. Je suis rentré chez moi, j'ai pris tous les papiers nécessaires et je me suis dirigé vers le quartier du Clos des Chênes. La maison était impressionnante. Une bâtisse à 2 étages avec une pelouse manucurée et une allée en pierre menant à la porte d'entrée. Véronique m'attendait déjà, prenant des notes sur son presse-papier. Excellent emplacement, a-t-elle dit en me voyant. Le quartier est très recherché par les familles avec enfants. Les écoles à proximité sont parmi les meilleures de la ville. Nous avons fait le tour de la maison. Véronique a examiné la façade, le jardin arrière avec une pergola et un barbecue, et le garage pour 2 voitures. Je l'estimerais à environ 700 000 €, a-t-elle dit,
après avoir terminé l'inspection. Mais il faudrait voir à l'intérieur pour une estimation plus précise. 700 000 euros. J'ai fait le calcul. M'apparaît d'environ 230 000 euros. Ce n'est pas une mauvaise somme. Quelle est la suite? Ai-je demandé. Je vais préparer les documents pour initier la vente. Vous devrez les signer. Ensuite, nous notifierons formellement les autres propriétaires. Ils auront 30 jours pour répondre. S'ils acceptent la vente, parfait. S'ils ne le font pas, nous devrons aller au tribunal. Je suis prêt à l'une ou l'autre option, ai-je dit fermement. Quand je suis rentré chez moi, j'ai décidé de m'attaquer au point suivant de mon plan, la voiture de Thibault. Un SUV Ford Explorer rouge récent se tenait dans mon garage, couvert d'une fine couche de poussière. Thibault l'avait acheté il y a 2 ans, mais pour une raison quelconque, il préférait le garder chez moi. Peut-être ne voulait-il pas que les voisins voient qu'ils avaient 2 voitures chères. Cela pourrait soulever des questions sur leurs revenus. J'ai trouvé la carte grise de la voiture. En effet, mon nom figurait en 2e position après celui de Thibault. Je me suis souvenu que mon gendre m'avait demandé de signer les papiers, expliquant qu'il y avait des avantages fiscaux. Je n'avais pas cherché à en savoir plus. J'avais simplement signé, comme je le faisais toujours quand Béatrice ou Thibault demandaient quelque chose. Le lendemain, je suis allé à la préfecture avec une demande de déclaration de biens abandonnés. Le processus a été étonnamment simple. J'ai rempli les formulaires, fourni la preuve que la voiture était sur ma propriété depuis plus de 6 mois et confirmé que j'avais tenté de contacter les propriétaires à plusieurs reprises. On m'a dit qu'une décision serait prise dans les 30 jours. Après cela, je suis allé à la banque. Le compte joint avec Béatrice avait été créé à l'époque où elle était à l'université. À l'époque, cela semblait un moyen pratique de lui envoyer de l'argent pour les frais de scolarité et les dépenses courantes. Après l'obtention de son diplôme, j'avais proposé de fermer le compte, mais Béatrice avait insisté pour le garder, au cas où. Ce « au cas où » arrivait chaque mois lorsque je virais de l'argent dessus, et que Béatrice le retirait sans un mot, sans un merci. J'avais depuis longtemps cessé de me demander à quoi elle le dépensait. Éléonore m'a de nouveau accueilli à la banque. « Monsieur Dubois, 2 fois en une journée. » a-t-elle souri. « Que puis-je faire de plus pour vous? » « Je veux vérifier le solde et les transactions sur le compte joint avec Béatrice, ai-je dit. Éléonore a hoché la tête et s'est tournée vers l'ordinateur. « Le solde actuel est de 27 400 euros, a-t-elle dit. À la dernière transaction était votre virement de 500 euros il y a une semaine. 27 000 euros. J'étais surpris. Habituellement, Béatrice retirait l'argent presque immédiatement après mon virement. Apparemment, elle ne l'avait pas fait ces derniers mois. Peut-être avait-elle oublié le compte ou avait-elle une autre source de revenus. Je veux fermer ce compte et virer l'argent sur mon compte personnel, ai-je dit. Éléonore a hésité un instant. Êtes-vous sûr, monsieur Dubois? C'est un compte joint, et il faut généralement le consentement de tous les titulaires pour le fermer. C'est moi qui ai ouvert ce compte. C'est moi qui y ai déposé de l'argent toutes ces années, ai-je dit fermement. S'il y a des obstacles juridiques, je suis prêt à signer tous les documents engageant ma responsabilité. Éléonore a de nouveau vérifié les informations du compte. En effet, selon l'historique des transactions, tous les dépôts ont été effectués de votre côté. Dans ce cas, vous avez le droit de fermer le compte. Mais je dois vous avertir, votre fille peut contester cette décision. Quel essai? Ai-je répondu. Je suis prêt à fournir toutes les preuves nécessaires que l'argent m'appartient. Le processus de clôture du compte a duré environ 1 heure. J'ai dû signer plusieurs documents confirmant ma décision et assumant la responsabilité de toute réclamation éventuelle de la part de Béatrice. Finalement, 27 400 euros ont été virés sur mon compte personnel. En quittant la banque, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. C'était comme si j'avais rompu un autre fil qui me liait à ma fille et à mon gendre, un fil qui était depuis longtemps devenu une lourde chaîne. J'ai passé les 2 semaines suivantes à chercher activement un nouveau logement. Ma maison, bien que confortable, était pleine de souvenirs de Léonie, de Béatrice enfant, de moments heureux qui ne reviendraient jamais. De plus, Béatrice connaissait l'adresse, et je voulais disparaître complètement de sa vie. J'ai trouvé un petit mais lumineux appartement dans un nouveau lotissement de l'autre côté de la ville. Le quartier était calme, avec beaucoup de parcs et un lac à proximité. Le loyer était tout à fait raisonnable, 1 200 euros par mois, charges comprises. Le propriétaire de l'appartement, un homme de mon âge nommé Sylvain, était un interlocuteur agréable. Il vivait à côté et louait plusieurs appartements dans le complexe. Vous savez, monsieur Dubois, je ne loue généralement pas à des personnes âgées, a-t-il avoué lors de notre première rencontre. Trop de problèmes. Tension, problème cardiaque, mais vous avez l'air solide. Et vous avez des yeux honnêtes. J'ai souri. Merci pour vos aimables paroles.
Je promets de ne pas être une source de tracas. Nous avons signé un bail d'1 an avec une option de renouvellement. J'ai payé le premier et le dernier mois de loyer et j'ai reçu les clés. Le déménagement n'a pris que 2 jours. J'ai décidé de laisser la plupart de mes meubles et de mes affaires dans l'ancienne maison. Ils faisaient partie de ma vie passée. Je n'ai emporté que l'essentiel avec moi, des vêtements, quelques livres, des photos de Léonie, un ordinateur et quelques ustensiles de cuisine. Tout le reste, je comptais le racheter. Nouvelle vie, nouvelles choses. Parallèlement au déménagement, j'ai entrepris de changer mes coordonnées. D'abord, j'ai changé de numéro de téléphone, choisissant un opérateur que je n'avais jamais utilisé auparavant. Ensuite, j'ai créé une nouvelle adresse email. J'utilisais la précédente depuis plus de 10 ans, et elle était connue de Béatrice. J'ai mis à jour les informations dans tous les endroits importants, la banque, la compagnie d'assurance, les cabinets médicaux. Partout, j'ai indiqué une nouvelle adresse, un nouveau numéro de téléphone, un nouveau courriel, ne laissant aucune trace qui puisse remonter jusqu'à moi. La dernière étape a été de débrancher le téléphone fixe de l'ancienne maison. Avant de le faire, j'ai écouté tous les messages de Béatrice. Plus de 30 s'étaient accumulés. Sa voix devenait de plus en plus anxieuse, voire paniquée. Dans les derniers messages, elle menaçait d'aller à la police si je ne donnais pas de nouvelles. Cela ne m'a pas ému. J'ai simplement effacé tous les messages et j'ai appelé la compagnie de téléphone pour résilier la ligne. 3 semaines après mon retour de Normandie, 2 événements importants se sont produits. Premièrement, la préfecture a approuvé ma demande de bien abandonner et m'a délivré les papiers m'autorisant à vendre la voiture de Thibault. Deuxièmement, Véronique Page a signalé qu'elle avait trouvé un acheteur potentiel pour la maison, prêt à payer 720 000 €. C'est une très bonne offre, a-t-elle dit, d'autant plus que l'acheteur est prêt à agir rapidement. Mais nous avons toujours besoin de l'approbation de Béatrice et Thibault. Ont-ils déjà reçu la notification? Oui. Je l'ai envoyé par courrier recommandé à l'adresse de la maison, mais il n'y a pas encore de réponse. J'ai hoché la tête. Très probablement, Béatrice et Thibault n'étaient pas encore rentrés de leur voyage, ou s'ils l'étaient, ils étaient trop occupés à me chercher pour prêter attention aux lettres officielles. Le lendemain, je suis allé chez un concessionnaire pour vendre le SUV de Thibault. J'ai choisi un concessionnaire dans une ville voisine pour minimiser les chances que quelqu'un reconnaisse la voiture. Le responsable des reprises de voitures d'occasion, un jeune homme nommé Benoît, a examiné attentivement le SUV. Excellent état, a-t-il dit. Faible kilométrage, seulement 32 000 km. Je peux vous en offrir 42 000 €. Je savais que Thibault avait payé environ 60 000 € pour la voiture 2 ans plus tôt, mais 42 000 € était un prix raisonnable pour une voiture d'occasion. C'est un accord, ai-je dit. La finalisation de la transaction a pris environ 2 heures. J'ai fourni tous les documents nécessaires, y compris la décision de la préfecture déclarant la voiture comme bien abandonnée. Benoît m'a fait un chèque de 42 000 €, que j'ai immédiatement déposé à la banque. De retour dans mon nouvel appartement, j'ai ressenti une étrange satisfaction. Le plan de vengeance commençait à porter ses fruits. J'avais vendu la voiture de Thibault, vidé le compte joint, et bientôt, je vendrais peut-être leur maison. Tous les fils qui me liaient à ma fille et à mon gendre étaient coupés. Une nouvelle adresse, un nouveau numéro de téléphone, un nouveau courriel. J'étais assis dans un fauteuil près de la fenêtre donnant sur le lac, sirotant un thé, et je réfléchissais à la façon dont ma vie avait changé au cours du dernier mois. La douleur et le ressentiment n'avaient pas disparu, mais ils s'étaient transformés en autre chose, en détermination, en désir de justice. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Véronique. À Monsieur Dubois, j'ai des nouvelles. L'acheteur insiste pour conclure la vente le plus rapidement possible. Il est prêt à augmenter son offre à 750 000 € si nous finalisons d'ici une semaine. Qu'en est-il du consentement de Béatrice et Thibault? Le délai de préavis expire dans 3 jours. S'ils ne répondent pas, nous pouvons engager une action en justice pour forcer la vente. Compte tenu des circonstances et du fait que vous êtes un copropriétaire à part entière, les chances d'une décision favorable sont très élevées. J'ai réfléchi. Un litige signifiait des frais et du temps supplémentaires. Mais d'un autre côté, l'acheteur offrait un excellent prix. Poursuivons le plan, ai-je décidé. Si Béatrice et Thibault ne répondent pas avant la date limite, nous entamerons une procédure judiciaire. Parfait, a dit Véronique. Je vous contacterai dès que j'aurai des nouvelles. 3 jours plus tard, Béatrice et Thibault n'avaient toujours pas répondu à la notification. Véronique a engagé une procédure judiciaire pour forcer la vente. Cela va prendre un certain temps, m'a-t-elle prévenu. Mais tout bien considéré, je suis presque sûr que le tribunal sera de notre côté. J'ai hoché la tête. J'avais le temps. Mais Béatrice et Thibault, quand ils rentreraient enfin et trouveraient leur maison à vendre, en auraient beaucoup moins.
La vie dans le nouvel appartement s'améliorait lentement. J'ai acheté les meubles dont j'avais besoin, je me suis approprié l'espace. J'ai fait la connaissance de mes voisins, pour la plupart des couples de retraités ou des personnes seules de mon âge. Nous nous rencontrions parfois dans la cour commune, discutions du temps, partagions des nouvelles. Aucun d'entre eux ne connaissait mon histoire. Pour eux, j'étais juste Aubert, un veuf qui avait récemment déménagé d'un autre quartier. Cela me donnait un sentiment de liberté que je n'avais pas connu depuis longtemps. Une semaine après le début de la procédure judiciaire, j'ai reçu un appel de Véronique. À Monsieur Dubois, j'ai des nouvelles inattendues. Béatrice et Thibault se sont manifestés. Ils m'ont contacté par l'intermédiaire de leur avocat. Je me suis tendu. Que disent-ils? Ils prétendent que vous êtes incapable et que vous n'avez aucun droit sur votre part de la maison. Leur avocat a fourni des documents médicaux censés confirmer les premiers stades d'une démence. J'ai senti ma colère bouillir en moi. C'est un mensonge. Je n'ai passé aucun test médical pour la démence. C'est bien ce que je pensais, a dit Véronique. Ne vous inquiétez pas. Nous pouvons facilement réfuter ces allégations. Vous devrez vous soumettre à une expertise médicale indépendante pour prouver votre compétence. Je suis prêt à subir n'importe quel test, ai-je dit fermement. Bien. Je vais contacter plusieurs spécialistes et organiser l'examen. En attendant, la vente est suspendue jusqu'à ce que la question de votre capacité juridique soit résolue. Après ma conversation avec Véronique, je suis resté longtemps assis à regarder le lac par la fenêtre. C'était donc ça, leur plan. Ils voulaient me faire déclarer incompétent pour prendre le contrôle de mes finances. Le voyage en Normandie faisait partie de ce plan. Peut-être voulaient-ils créer une situation où j'aurais l'air confus, incapable de prendre soin de moi-même. Mais leur plan a échoué. Non seulement j'étais rentré chez moi par mes propres moyens, mais j'avais repris l'initiative. Maintenant, ils essayaient de se venger en fournissant de faux documents médicaux. Eh bien, je gagnerais cette bataille aussi. Et ensuite, je prendrais ce qui m'appartenait de droit. Ma part de la maison qu'ils n'avaient jamais considérée comme la mienne. Même si j'y avais investi non seulement de l'argent, mais aussi des espoirs d'un bonheur familial qui n'est jamais venu. Près de 2 mois se sont écoulés depuis mon retour de Normandie. Une expertise médicale indépendante a pleinement confirmé mes capacités. 3 spécialistes différents, un neurologue, un psychiatre et un gériatre, ont convenu que j'étais sain d'esprit et de mémoire. Leurs avis ont été soumis au tribunal, et la tentative de Béatrice et Thibault de me faire déclarer incapable a échoué. La procédure judiciaire visant à forcer la vente de la maison a repris. L'acheteur, heureusement, ne s'est pas retiré de l'affaire, bien qu'il ait réduit son offre à 700 000 € en raison du retard. J'ai accepté ce prix. Après tout, il ne s'agissait pas tant d'argent que de principe. Ce matin-là, j'étais assis dans un café près du palais de justice, attendant un appel de Véronique. C'était aujourd'hui que devait avoir lieu l'audience finale dans l'affaire de la vente forcée. Je ne suis pas allé au tribunal. Je ne voulais pas rencontrer Béatrice et Thibault. Véronique représentait mes intérêts. Le téléphone a sonné à 11 heures précises. À Monsieur Dubois. La voix de Véronique semblait excitée. Le tribunal a statué en notre faveur. La vente forcée a été approuvée. La maison sera vendue pour 700 000 €, et votre part sera de 233 333 € et 33 centimes d'euros. J'ai senti la tension que je portais depuis des semaines commencer à se relâcher. Merci, Véronique. Vous avez fait un excellent travail. Béatrice et Thibault sont furieux, a-t-elle poursuivi. Ils ont crié dans la salle d'audience, menacés de faire appel, mais le juge a été inflexible. Ils ont 30 jours pour quitter la maison. Et s'ils refusent, la procédure d'expulsion sera engagée. Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. Leur avocat semble être un homme raisonnable. Il devrait leur expliquer que toute résistance ne fera qu'aggraver les choses. J'ai hoché la tête, bien que Véronique ne puisse pas le voir au téléphone. Quand la vente sera-t-elle finalisée? Dès qu'ils auront quitté la maison. L'acheteur est prêt à agir rapidement. Je pense que d'ici 1 mois à 1 mois et demi, tout sera réglé. C'est formidable. Merci encore pour tout. J'ai raccroché et j'ai pris une gorgée de mon café déjà froid. Étrangement, je ne ressentais ni triomphe ni jubilation, juste une satisfaction tranquille que justice ait été rendue. J'ai payé et j'ai quitté le café. C'était une journée claire et ensoleillée. J'ai décidé de rentrer à pied à mon appartement, profitant du beau temps et d'un sentiment d'accomplissement. Mais le destin en a décidé autrement. Je n'avais fait qu'un pâté de maison quand j'ai entendu un crissement de frein strident. Un SUV noir s'est arrêté juste devant moi, me barrant la route. La portière s'est ouverte et Béatrice en a jailli. Derrière elle, un peu plus lentement, est sorti Thibault. Ma fille avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en désordre, ses vêtements froissés. Thibault semblait plus calme,
mais il y avait tant de haine dans son regard que j'ai fait un pas en arrière involontaire. Toi! Béatrice a littéralement craché le mot. Comment as-tu pu? J'ai regardé autour de moi. Nous étions au milieu d'une rue animée, attirant l'attention des passants. Je pense que nous devrions trouver un meilleur endroit pour parler, ai-je dit calmement. Parler. Béatrice criait presque. Tu as vendu notre maison. Tu as volé notre voiture. Tu as pris notre argent. De quoi peut-on bien parler? Thibaut a posé sa main sur son épaule, essayant de la calmer. B, pas ici. Les gens nous regardent. Cela a un peu refroidi sa ferveur. Elle a pris une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. D'accord. Sa voix tremblait encore de rage. Où veux-tu aller? Dans ta nouvelle maison? Celle dont tu ne nous as même pas parlé? J'ai secoué la tête. Il y a un café au coin de la rue. C'est assez calme. Béatrice a hoché la tête et nous nous sommes dirigés vers le café. Thibaut suivait, comme s'il craignait que je m'enfuis. Nous avons trouvé une table dans le coin le plus éloigné, loin des autres clients. La serveuse a apporté des menus, mais aucun de nous n'avait envie de manger. J'ai commandé seulement un thé. Béatrice et Thibaut ont tout refusé. Dès que la serveuse s'est éloignée, Béatrice a de nouveau explosé. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes ta famille. Nous nous sommes occupés de toi. J'ai regardé ma fille calmement. Occupé? C'est comme ça que tu appelles ça? Vous m'avez abandonné dans une ville inconnue à des centaines de kilomètres de chez moi, vous avez pris mes papiers et ma carte de crédit, vous avez essayé de voler mon argent. Nous ne t'avons pas abandonné, s'est exclamée Béatrice. Nous sommes retournés au gîte et tu n'étais pas là. Nous t'avons cherché dans toute la ville. Nous avons appelé tous les hôpitaux, tous les postes de police. Et après avoir retiré 5 000 € de ma carte et essayé d'en virer 20 000 de plus sur ton compte, ai-je dit. Béatrice a rougi. C'était pour ta propre sécurité. Nous voyons que tu devenais confus, que tu oubliais des choses. Nous voulions nous assurer que tu ne dépenserais pas tout l'argent pour quelque chose de stupide. J'ai secoué la tête. Ne mens pas, Béatrice. Tu as toujours été une mauvaise menteuse. Vous avez essayé de me faire déclarer incapable pour prendre le contrôle de mes finances. Le voyage en Normandie faisait partie de ce plan. Thibaut, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Même si c'était le cas, est-ce que ça justifie ce que tu as fait? Tu as vendu notre maison. Notre maison, bon sang. Où allons-nous vivre maintenant? C'était aussi ma maison, ai-je répondu calmement. J'ai payé la compte. J'étais inscrit sur l'acte en tant que propriétaire à part égale. Mais vous ne m'y avez jamais invité une seule fois après l'avoir acheté. Parce que tu étais toujours occupé, à lâcher Béatrice. Toujours à trouver des excuses. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Je vous appelais toutes les semaines. Je proposais de passer pour le dîner, pour le week-end. Vous disiez toujours non. Béatrice a détourné le regard. À ce moment-là, mon thé est arrivé. J'ai pris une gorgée, donnant à ma fille et à mon gendre le temps de digérer mes paroles. Et maintenant, a finalement demandé Béatrice. Tu es satisfait? Tu as ruiné nos vies. Je n'ai pas ruiné votre vie, ai-je répondu. Vous obtiendrez 466 666 € de la vente de la maison, vos 2/3. C'est suffisant pour un acompte sur une nouvelle maison. Il ne s'agit pas de l'argent. Béatrice commençait à s'agiter à nouveau. Il s'agit du fait que tu nous as trahis, ta famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, Béatrice. C'est toi qui m'as trahi, il y a des années. Quand tu as commencé à me traiter comme un distributeur automatique au lieu d'un père. Quand tu as cessé de m'inviter. Quand tu as décidé que tu pouvais simplement prendre mon argent et te débarrasser de moi. Thibaut a reniflé. Oh, allons, Aubert. Tu as toujours été compliqué. Toujours mécontent de tout. Toujours à tout savoir mieux que tout le monde. B, on avait juste marre de se faire sermonner par toi. Je ne l'ai jamais sermonné, ai-je contré. Je voulais juste faire partie de sa vie, voir ses petits-enfants grandir, être là pour elle dans les moments importants. Tu n'as toujours été là que pour l'argent, a dit Thibaut d'un ton caustique. Et seulement avec de l'argent. Je n'ai rien dit. À quoi bon expliquer? Il ne voyait que ce qu'il voulait voir. Papa! Le ton de Béatrice a changé soudainement, sa voix douce, presque suppliante. Oublions tout ça. Recommençons à zéro. Tu ne veux pas être seul, n'est-ce pas? Sans ta famille? J'ai souri tristement. Je suis déjà seul, Béatrice. Je suis seul depuis des années. Depuis que ta mère est morte et que tu as décidé que tu n'avais plus besoin de ton vieux père. Ce n'est pas vrai. Elle était au bord des larmes. Je me suis toujours occupé de toi. Oh non. J'ai secoué la tête. Tu t'es occupé de mon argent. Et tu le fais encore maintenant.
Tu ne t'inquiètes pas que je sois seul. Tu as peur de ne plus pouvoir me soutirer un centime. Béatrice s'est levée d'un bond, le visage déformé par la colère. Toi, monstre. Un monstre froid et sans cœur. Pas étonnant que maman se soit toujours plainte de toi. Que tu ne l'as jamais comprise, jamais soutenue. Je me suis figé. Léonie se plaignait de moi. De quoi parles-tu? Elle m'appelait presque tous les jours. Béatrice me regardait avec une jubilation triomphante. Elle me racontait à quel point tu étais indifférent, comment tu l'ignorais, à quel point elle regrettait de t'avoir épousé. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Léonie, ma Léonie, avec qui nous avions vécu 42 années heureuses. Ce n'est pas possible. Tu mens, ai-je dit doucement. Pourquoi crois-tu que j'ai arrêté de venir? A poursuivi Béatrice. Je ne supportais pas de voir la façon dont tu la traitais, comme si elle n'était qu'un meuble dans la maison. J'ai fermé les yeux, essayant de rassembler mes pensées. Cela ne pouvait pas être vrai. Léonie disait toujours qu'elle était heureuse avec moi. Nous n'avions jamais eu de dispute sérieuse, nous trouvions toujours un compromis. Elle m'aimait. Je le savais. Et puis j'ai compris. Béatrice cherchait désespérément à me blesser. À me frapper là où ça faisait le plus mal, mon amour pour Léonie. Elle savait que j'avais porté cet amour toute ma vie. Que les souvenirs de ma femme étaient la chose la plus précieuse qu'il me restait. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé ma fille calmement. Ça suffit, Béatrice. Nous savons tous les deux que c'est un mensonge. Ta mère m'aimait comme je l'aimais. Notre mariage n'était pas parfait. Aucun mariage n'est parfait. Mais nous étions heureux ensemble. C'est ce que tu crois, a-t-elle reniflé. Parce que tu ne l'as jamais écouté. Tu n'as jamais vu sa souffrance. J'ai secoué la tête. Je ne discuterai pas de ça. Je ne te laisserai pas ternir la mémoire de ta mère juste pour me faire du mal. Thibaut, qui avait observé la scène avec une sorte de satisfaction sinistre, est finalement intervenu. Bon, assez de drame. Revenons aux choses sérieuses. Tu as vendu notre maison. Que veux-tu en retour? Tu veux qu'on s'excuse? D'accord, je suis désolé de t'avoir laissé en Normandie. C'était stupide. On n'a pas réfléchi. Je l'ai regardé avec surprise. Pensait-il vraiment qu'un simple « désolé » suffisait? Je ne veux rien de vous, ai-je dit. Ni excuse, ni explication. Je veux juste que vous me laissiez tranquille. Te laisser tranquille, a interjeté Béatrice. Tu es notre père. Nous sommes une famille. Non, Béatrice. Nous ne sommes plus une famille depuis longtemps. Une famille ne s'abandonne pas dans une ville étrangère. Une famille ne vole pas d'argent. Une famille n'essaie pas de faire déclarer ses membres inaptes pour le profit. Ce n'était pas pour le profit, s'est-elle exclamée. Nous voulions te protéger. De quoi, ai-je demandé? De la capacité de contrôler mon propre argent. De la liberté de décider comment vivre ma vie. Béatrice n'a pas trouvé de réponse. Thibaut a posé sa main sur son épaule. Allez, B. Ça ne sert à rien. Il n'écoutera pas. J'ai fini mon thé et j'ai posé la tasse sur la table. Au revoir, Béatrice, Thibaut. J'espère que vous trouverez une bonne maison. Et j'espère que nous ne nous reverrons jamais. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie si facilement. Béatrice était indignée. Nous sommes ta famille. Adèle et Renaud sont tes petits-enfants. Des petits-enfants que je n'ai pas vus depuis 3 ans, ai-je souligné. Qui n'appellent même pas à Noël ou aux anniversaires. Non, Béatrice. Je suis sorti de votre vie depuis longtemps. C'est juste que maintenant, je l'ai officialisé. Je me suis levé, j'ai laissé l'argent pour monter et je me suis dirigé vers la sortie. Béatrice s'est levée d'un bond, me barrant le passage. Tu vas le regretter, a-t-elle sifflé. Quand tu mourras seul, sans famille autour de toi, tu le regretteras. Je l'ai contourné et j'ai dit calmement. Non, Béatrice. Je regretterais de continuer à m'accrocher à l'illusion d'une famille qui n'existait pas vraiment. Au revoir. J'ai quitté le café sans me retourner. J'ai marché dans la rue, respirant l'air frais, me sentant plus léger à chaque pas. C'était comme si j'avais laissé tomber un poids lourd que je portais depuis de nombreuses années. Quand je suis rentré à l'appartement, je me suis assis dans un fauteuil près de la fenêtre, regardant le lac. Le soleil se couchait, colorant l'eau de ton doré. J'étais en paix avec mon âme, comme je ne l'avais pas été depuis longtemps. Bien sûr, les paroles de Béatrice sur Léonie m'avaient blessé, mais je savais que c'était un mensonge. Ma femme m'aimait comme je l'aimais. Nous avions eu nos moments difficiles, comme dans tout long mariage, mais nous les avions toujours surmontés ensemble. Béatrice essayait juste de toucher un point sensible, et je ne la laisserai pas faire. Un mois plus tard, la maison a été officiellement vendue. Ma part, 233 333 € et 33 centimes d'euros, est arrivée sur mon compte. Avec l'argent de la vente de la voiture de Thibaut et les fonds du compte joint, j'avais un peu plus de 300 000 €,
plus que suffisant pour vivre confortablement à mon âge. Je ne savais pas ce que Béatrice et Thibault avaient fait de leur part. Je ne savais pas où ils vivaient, ce qu'ils faisaient, et je ne voulais pas le savoir. Ce chapitre de ma vie était clos. Parfois, bien sûr, je pensais à mes petits-enfants. Adèle et Renaud devaient être en train de terminer leurs études maintenant. Je ne les avais pas vus depuis si longtemps que je les reconnaîtrais à peine si je les croisais. Parfois, je me demandais si Béatrice et Thibault leur avaient raconté ce qui s'était passé, et si oui, dans quelle version. Ils m'imaginaient probablement comme un vieil homme fou qui avait vendu leur maison par dépit ou démence sénile. Mais cela ne me dérangeait pas. Je connaissais la vérité, et je vivais en paix avec cette vérité. Ma vie dans mon nouvel appartement était calme, mesurée. J'ai fait quelques connaissances parmi les voisins, des personnes âgées comme moi. Nous nous réunissions parfois pour jouer aux cartes ou simplement discuter. Aucun d'eux ne connaissait mon histoire, et je préférais que cela reste ainsi. Un jour, environ 6 mois après la vente de la maison, j'ai reçu une lettre. Une simple lettre en papier, sans adresse de retour. L'écriture sur l'enveloppe m'était inconnue. À l'intérieur se trouvait une carte postale de l'océan, la même côte normande où j'avais été avec Béatrice et Thibault. Au dos, juste quelques mots. Merci pour la vérité. Adèle. Je suis resté longtemps à fixer cette carte postale, ne sachant quoi en penser. Adèle, ma petite fille. Comment savait-elle où je vivais? Et que voulait-elle dire par « la vérité » ? Peut-être que Béatrice et Thibault avaient finalement raconté aux enfants ce qui s'était passé. Ou Adèle l'avait-elle découvert d'une autre manière? Et pourquoi me remerciait-elle? J'ai pensé à répondre, mais j'ai réalisé que je ne savais pas où envoyer la lettre. Il n'y avait pas d'adresse de retour sur la carte postale. Finalement, j'ai simplement mis la carte postale dans le tiroir du bureau où je gardais les photos de Léonie et quelques souvenirs. Peut-être qu'un jour, je découvrirai ce qu'Adèle voulait dire. Ou peut-être pas. Cela n'avait plus tant d'importance. Ce qui importe, c'est que je suis enfin en paix. Libéré des relations toxiques qui avaient empoisonné ma vie pendant des années. Ne m'accrochant plus à l'illusion d'une famille qui n'existait pas vraiment. Assis dans mon fauteuil près de la fenêtre donnant sur le lac, je pensais à la façon étrange dont la vie fonctionne. Parfois, il faut perdre quelque chose de précieux à sa maison, sa famille, ses illusions pour gagner quelque chose de plus important. La liberté, la tranquillité d'esprit, le respect de soi. Je ne savais pas ce que l'avenir me réserverait. À mon âge, il ne promettait pas d'être long. Mais je savais que je vivrais mes dernières années en paix avec moi-même. Et c'était suffisant.